Quand tu fais un film comme The Irishman, c'est pas étonnant que quand on te pose la question de savoir si Marvel Studios c'est du bon cinéma ou pas, tu répondes que c'est simplement un produit. Le gars il a plus rien à prouver et il continue à nous surprendre. Marvel à côté c'est des équipes qui ont encore plein de choses à prouver et qui derrière se copient les uns sur les autres. Youpi! Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où on va parler de The Irishman réalisé par Martin Scorsese. Ou Martin Scorsese. Un film sur Netflix que j'ai regardé mais à 9h01, le jour même, rien à foutre. Et je précise aussi que c'était l'occasion pour moi de réaliser un défi sur Captain Watch, et donc comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te mets une petite fiche, je t'invite à cliquer. Le synopsis, c'est l'adaptation d'un bouquin qui se base sur une histoire vraie, celle de Hoffa et un petit peu tout son petit syndicat autour, quoi. Jimmy Hoffa et ses gangsters, quoi. Et on va découvrir ce petit monde à travers Frank. Et donc, on va traverser les décennies avec lui pendant 3h30. 3h30 qui sont incroyables. 3h30 qui te paraissent tellement courtes que tu penses que le film dure 2 heures. On t'avoue, les gens qui regardent en plusieurs fois ce film. Donc, niveau scénario, c'est impeccable. Ça passe de décennie en décennie, c'est vraiment pas une narration linéaire, mais tu comprends tout pour autant. C'est vrai que parfois, tu te dis, tiens, mais ça se passe à quel moment? Sauf que la scène d'après te fait comprendre que ça se passe avant ou après leur petit road movie, road trip, plutôt. Et donc cette narration qui n'est pas linéaire, c'est clair qu'elle n'est pas évidente. Et pourtant Scorsese arrive à faire un truc incroyable, de passer d'une décennie à une autre comme ça, pour revenir sur la décennie précédente, pour aller un peu plus loin dans le futur, revenir en arrière, c'est incroyable, c'est vraiment dur à maîtriser, et là clairement ça marche. Après faut préciser que c'est pas lui au scénario. Mais ce n'est pas parce que le scénario n'est pas de lui qu'il n'y a pas des choses qui l'obsèdent habituellement. En fait le bouquin, si je dis pas de bêtises, c'est De Niro qui lui avait filé, et puis Scorsese en lisant le bouquin il a dit on va en faire un film les gars. D'ailleurs pour ça je vous invite à regarder la conversation de 20 minutes sur Netflix, il y a des choses qui sont intéressantes. Sur les 20 minutes c'est clair qu'il y a quoi, il y a 3-4 minutes à retenir, et le reste c'est un peu genre les vieux potes qui disent hey bébé arrêtez de rappeler à ce moment là qu'on c'était bien dans le film, ah, on a bien rigolé hein. Et donc en lisant le bouquin, pas étonnant qu'il voulait faire le film, parce qu'on retrouve tout ce qui l'obsède depuis des dizaines d'années. Bon il y a déjà le côté mafieux hein, parce que bon il a fait Mean Street, il a fait Les Affranchis, il a fait Gangs of New York, même si ça se passe dans un passé un peu plus lointain, et puis il y a aussi Casino. Donc voilà, c'est quand même le milieu mafieux, c'est un truc qui est propre à Scorsese, et à des mecs aussi comme Coppola, qui est un de ses meilleurs potes, qui n'aime pas trop Marvel Studios non plus d'ailleurs. Et chose que j'ai beaucoup aimé, c'est cette question de la remise en question, de ces légendes qui ont traversé les âges, pour finalement être complètement oubliées. Et quand j'entends l'infirmière dans le film qui explique à un Frank très vieux qu'elle ne sait pas qui est Jimmy Hoffa, ça me fait beaucoup d'effet. Pourquoi? Parce que en fait Hoffa pour moi c'est un peu le miroir de Scorsese. C'est Scorsese qui est en train de se demander est-ce que ma légende va persister, ou est-ce qu'au fur et à mesure du temps on va plus se rappeler de moi. Et je te rassure, on se rappellera de toi. Et donc Hoffa est une sorte de miroir pour Scorsese, mais ce n'est pas que ce personnage, il y a aussi le personnage de Frank, parce que qui vit au fil des ans et qui voit les choses évoluer dans son monde, c'est Frank. Et le dernier des dinosaures, finalement, c'est Frank aussi. Alors Scorsese n'est pas le dernier, hein, évidemment, hein, il y en a encore plein, hein, les Spielberg, enfin tout ce nouvel Hollywood des années 70, il est encore bien présent, mais il a du mal à se faire une place. Et en fait, c'est un peu ça, le personnage de Niro à la fin, qui est dans une maison de retraite et tout. Qui pourrait croire que ce vieux monsieur est un monsieur qui a quand même fait des trucs de malade en termes d'illégalité, quoi. Et même quand ils sont en prison, voilà, ils sont déjà en pré-retraite, hein, mais à la prison. Et donc, t'as Scorsese qui est là, qui se dit ouais mais ok, moi est-ce que je me sens un peu comme ça, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'impression qu'on va me délaisser au fur et à mesure, ce que fait Hollywood finalement, parce qu'il est obligé de se projeter chez Netflix pour pouvoir sortir son film, parce qu'Hollywood n'en a rien à foutre, parce qu'Hollywood préfère faire des trucs sans consistance et totalement insipides, que les gens réclament en plus. Scorsese est clairement en train de raconter son ressenti de sa personne au sein de l'industrie cinématographique à travers cette histoire de mafieux. Et je trouve ça très intelligent et très remarquable, notamment parce que l'acte final, quand Frank est très vieux, c'est un truc qui quand même
est très rare dans l'univers des mafieux, parce que on a tendance à les voir mourir jeunes, surtout au cinéma. Tu prends Scarface par exemple, c'est exactement ça. Il y a une saga qui est à part à ce niveau-là, c'est celle du Parrain. Et encore, le Parrain, il a fallu que Coppola le fasse sur plusieurs volets. Là, c'est un condensé comme ça pendant 3h30, là où Coppola, il te fait ça pendant pratiquement 9 heures. Voilà, et c'est plusieurs générations, donc c'est pas juste un personnage qui traverse les âges, il y a 3 générations je crois chez Coppola, hein, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus, mais voilà, il y a Marlon Brando, il y a Al Pacino, et je pense qu'il y a le fils d'Al Pacino je crois, enfin je suis plus très sûr, mais voilà, on a cette fresque, cette chronique sur plusieurs décennies dans le Parrain, mais Scorsese le fait encore différemment, parce que là il est sur 3h30, donc il condense le truc, et il le condense à merveille, et cette interrogation vraiment de qu'est-ce que je suis maintenant dans cette nouvelle société, qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce que je représente, est-ce que ma légende va persister, c'est totalement génial. Et comme ce film parle d'un organisme mafieux qui s'étend sur plusieurs décennies, il faut quand même parler d'un truc, c'est les effets spéciaux. C'est un truc de ouf. Alors, qui est derrière tout ça? Et encore une fois, on l'apprend avec la petite conversation de 20 minutes là sur Netflix, qui est derrière ça? ILM qui travaillait aussi chez Disney et chez Marvel Studios, donc. Du coup là c'est un petit peu rigolo, parce qu'on a Scorsese qui est quand même en train de cracher un peu sur Marvel, hein, en disant que c'est pas ouf, voilà, que c'est pas terrible, et d'un autre côté il utilise la même technologie dont eux se servent, mais alors lui ce qu'il en fait, c'est pas du tout anecdotique quoi, c'est le principe même de son film. Alors d'un côté on a Disney qui veut ressusciter les morts, et on a Marvel qui fait rajeunir Tony Stark le temps d'une séquence. Là non, là c'est le mec il est level up à mort quoi, c'est à dire que tout le long du film c'est que ça, c'est que du rajeunissement. Alors je ne sais plus combien il y avait de caméras, il faut vraiment regarder la conversation, ça m'évitera de dire des bêtises sur le nombre de caméras, mais c'était un truc de malade. Voilà, c'est un dispositif incroyable. De toute manière, ILM, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le game, même 40 ans, hein. Ça fait 35-40 ans que les mecs, ils dépassent à chaque fois les choses, voilà, parce que ILM, c'est aussi eux pour Jurassic Park, hein, notamment. Voilà, quand t'as des mecs de haute voltige en termes de FX, eh ben tu les prends, et ce qu'ils font avec ce film, c'est 1000 fois mieux que ce qu'ils font chez Disney. Là clairement j'ai noté un truc, quand on reverra The Irishman dans 10-15 ans, quand il sera considéré comme chef-d'œuvre, hein, physiquement ça va être compliqué de savoir à quoi ressemblait De Niro ou les deux autres à ce moment-là dans la vraie vie, parce qu'en fait il y a tellement de transformations et elles sont tellement bien foutues que c'est impossible. C'est impossible de savoir lequel va correspondre. T'as les FX de chez ILM et De Niro, bon, ils l'ont vieilli avec du maquillage, je pense, vers la fin. Je sais pas si c'est ILM encore ou si c'est vraiment, ou là, si c'est du practical. Mais voilà, si tu ne prends aucune autre référence en fait de 2019 pour ces 3 acteurs et que tu ne te bases uniquement que sur ce film, eh ben tu ne sauras dire quel âge ils avaient, quel physique ils avaient en 2019. C'est incroyable ce qu'ils ont fait pour le coup, vraiment. Ça dépasse les petits gadgets qui ont été faits pour Marvel et Disney quoi. C'est... Oui, bah oui, je suis sur le cul, voilà. Et comme je parle de ces 3 acteurs, il faut le dire, ce sont des putains de légendes, voilà, et ça fait tellement plaisir de revoir Al Pacino, parce que Al Pacino, bon, c'est pas non plus... Là, il revient en force, hein. Il y a une série sur Amazon Prime qui va arriver, ou qui est déjà arrivée, le mec revient en forme, tout comme Joe Pesci, quoi. Parce que dans la bande-annonce finale, il y a quand même une phrase des Inrecuptibles, hein, je crois, ou de Rolling Stone, alors c'est peut-être sorti du contexte, hein, je sais pas, mais cette phrase, c'était « Joe Pesci est une révélation ». Joe Pesci est une révélation. Sans déconner. Non mais, ça, alors je sais vraiment pas si c'est sorti du contexte, mais si tu lis juste cette phrase, ça donne l'impression que le mec, il a jamais rien fait. Ce mec-là, c'est Raging Bull. C'est Les Affranchis. C'est Casino. C'est
Maman, j'ai raté l'avion. L'arme fatale 3. Enfin voilà, le gars, c'est pas une révélation, hein. Ok, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et ça fait super plaisir de le revoir, et j'espère qu'on va encore le revoir, parce qu'il y a eu une petite traversée du désert assez violente, hein, d'une vingtaine d'années, je dirais quand même. Et là, ça fait super plaisir de le voir, mais qu'on ne parle pas de révélation. Le mec, il a été révélé par Scorsese déjà à l'époque dans Raging Bull, ne serait-ce que ça, putain. Et même les petits rôles, c'est des putains de légendes. Harvey Keitel, qui joue justement dans Taxi Driver de Scorsese, et il a quasiment pas de visibilité à l'image, il a quasiment pas de dialogue, et pourtant, putain, mais qu'est-ce qu'il en impose, quoi. Il est là, assis, comasse, il dit rien, juste un regard, et tu te dis, putain, ce mec c'est le taulier. Mais c'est pas seulement parce que c'est des putains d'acteurs, c'est aussi parce qu'on a une mise en scène de ouf. Mais voilà quoi, le Scorsese là, il a presque 80 balais, et il te fait un film qui est totalement frais, qui bouscule tout, quoi. J'en ai marre de ce cinéma formaté, et là je me trouve avec un The Irishman qui est énergique, qui balance sa caméra dans tous les sens, qui pense à prendre des plans. Alors oui, je gueule, je suis tellement en extase devant ce film, il est tellement dingue que oui, je gueule. Alors désolé, va chez l'ORL et fais pas chier. Et donc oui, je disais, il a une mise en scène. Bon, déjà évidemment, il y a ces plans séquences où t'as l'impression d'être toi-même un acteur du film, c'est-à-dire que tu te balades en steadicam et t'as l'impression que c'est toi qui explores, tout en ayant le narrateur qui te parle, ce qui te donne l'impression qu'en fait ce n'est pas toi, mais que c'est le narrateur. Sauf qu'à un moment, dans le champ, tu vois le narrateur, parce que c'est De Niro, et donc tu te dis, ah bah ouais, mais du coup, bah, c'est pas lui qui est en train de marcher, donc du coup, c'est qui? Ah bah c'est la caméra, et donc c'est moi, en fait, je suis témoin de tout ça, en fait. Et le fait d'avoir un plan séquence fait que ça ajoute de l'authenticité, parce que justement, il n'y a pas de coupe, et donc toi, tu t'investis au maximum dans ce plan séquence qui t'emmène explorer et être témoin de tout ça, quoi. Alors, oui, ça revient depuis des années, mais ça marche toujours, quoi. C'est ça qui ouvre, ça fonctionne toujours, et c'est vraiment une patte typique de Scorsese, quoi. Quand tu vois ce genre de plan séquence à la Steady, où il se permet de faire des panneaux, de repartir en arrière, de suivre un autre personnage, etc., c'est du Scorsese, tu vas le reconnaître à chaque fois. J'ai regardé Casino hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc voilà, je l'ai pas vu très longtemps après The Irishman. Quelques jours auparavant, j'avais vu Les Affranchis. Voilà, c'est le genre de travelling qui revient constamment, enfin le genre de plan séquence qui revient constamment. Et il y a un sens des plans de cadrage, enfin d'échelle de plan qui est génial. Et ça, c'est une chose qu'il dit dans ses conversations. Joe Pesci lui demande si... ou alors c'est De Niro... non, je crois que c'est Al Pacino. Enfin, c'est Al Pacino ou Joe Pesci. De toute façon, vous regarderez la petite conversation. Donc, il y en a un qui lui dit « Mais est-ce que tu penses que t'as progressé depuis ?» Au fil des années, il veut dire. Et Scorsese lui répond qu'il n'a pas spécialement progressé, mais qu'il va beaucoup plus directement aux choses. Il te dit, il fait plan large, gros plan. Voilà, il en rajoute pas plus. Il dit « Je veux aller droit au but. Maintenant, c'est ça que je fais. » Il épure clairement son montage et donc l'échelle de plan. Il va pas s'amuser à faire des grands plans d'ensemble, etc., quoi. Et comme c'est un réalisateur qui accorde beaucoup d'importance à la narration des personnages, et bien évidemment que le plan large et le gros plan, c'est les choses les plus importantes dans ce genre de cinéma. Surtout le gros plan, quoi, parce que le gros plan, surtout quand t'as des putains d'acteurs comme De Niro, Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel et j'en passe, le gros plan, ça permet de ne pas avoir de dialogue qui en disent trop, alors que le visage en dit déjà suffisamment, quoi. Et c'est ce que je disais avec Harvey Keitel, c'est que il parle pas, mais putain, mais ouais, ok. D'abord t'as un plan large, il est assis sur son fauteuil, tu vois qu'il domine un peu tout le monde, et puis derrière t'as un gros plan où là tu sens qu'il est plus incisif et qu'il a un but. Et ça c'est des choses qui fonctionnent super bien. Ou alors parfois ça va être des gros plans ou des inserts, genre un insert sur la bague que Frank récupère quand on va lui offrir. Et donc ça, c'est des choses très importantes, parce que c'est de la symbolique. Moi, la symbolique, c'est un truc que j'adore, hein. C'est pas pour rien que j'ai bossé sur Snyder. Snyder, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la symbolique. Et donc là, Scorsese, il magnifie tout, quoi. Tous ces plans, ils sont totalement pensés. Là où, par exemple, justement, dans le Casino, j'ai trouvé que c'était pas assez épuré. Et bon, c'était en 94, hein. Ouais, c'est ça, 94 ou 95. Donc voilà, c'était il y a plus de 20 ans.
Mais c'est vrai que quand je regarde Casino et quand je regarde The Irishman, eh ben, je me rends compte que, ouais, il y a encore une maturité. Donc, le mec, pour moi, il ne cesse de progresser. C'est ça qui est dingue. C'est ce que je trouve incroyable. Je pense que c'est le genre de mec qui passe son temps à se remettre en question et qui essaye toujours de repousser les choses. D'ailleurs, dans le scénario, il y a des choses que je trouve pas généralement avant. Par exemple, la question de l'enfance, c'est un truc que j'ai l'impression qu'il est arrivé plus après Hugo Cabret. Voilà. Certes, dans Casino, par exemple, il y a la fille du personnage de De Niro qui clairement a un petit impact, mais c'est un archétype. C'est l'archétype de la petite fille du mafieux. Alors que clairement dans The Irishman, la place de l'enfance est très importante. Parce qu'on voit plein de choses à travers le regard de l'enfant. Et ça, c'est des choses qu'on avait quand même moins avant dans le cinéma de Scorsese. Et qu'on a un peu plus, je sais pas, peut-être depuis qu'il est grand-père, ou peut-être depuis qu'il a eu un nouveau gosse. Je ne sais pas, je connais pas bien la vie de Scorsese. Mais tu sens que il me semble que pour Hugo Cabret, je sais plus, Hugo Cabret, c'était un film qu'il voulait faire pour ses gosses ou un truc comme ça. Et tu sens quand même qu'il y a une réflexion sur la place du père qu'il y avait un peu moins avant, clairement. Les enfants n'étaient pas souvent présents dans le cinéma de Scorsese. Enfin, en tout cas, de tous ceux que j'ai vus, et bon, j'en ai quand même vu un paquet, hein. J'ai pas tout vu, mais j'ai dû voir plus de 50% quand même de sa filmographie, donc ça va. Je pense que je vais pas dire trop de conneries en disant que les enfants sont pas très présents dans son cinéma, ce qui serait très bizarre d'ailleurs. Le mec ne reste pas figé dans ce qu'il sait faire, il essaye toujours d'apporter du nouveau, et d'ailleurs, E.L.N., c'est le meilleur exemple, hein, parce que bien sûr que dans Casino, Les Affranchis, il y a eu du maquillage et tout pour faire vieillir les personnages ou les rajeunir, mais jamais avec cette technique-là, c'était du practical, c'était du maquillage practical effect. Là, Scorsese, les mecs d'ILM, ils sont venus le voir, ils ont dit bah regarde ce qu'on fait. Au départ il était pas chaud, puis quand il a vu comment ça fonctionnait, il s'est dit ah bah ouais. Ouais, si vous me mettez pas de boule verte sur la gueule de mes acteurs, y a pas de problème. Donc on a un réalisateur qui n'a plus rien à prouver et qui pourtant continue de niquer le game, voilà, c'est incroyable. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Enfin, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, avec le visionnage que j'ai eu. C'est clair que peut-être qu'un jour, on fera un live, peut-être qu'un jour, je reviendrai dessus et on fera une grosse analyse bien poussée, peut-être. Je préfère dire peut-être parce que si je vous le promets et que je le fais pas, je vais me faire défoncer. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, tu l'auras compris, c'est génial. Génial parce que je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Alors, je suis à la fois satisfait parce que j'ai rien à lui reprocher, mais d'un autre côté ça me dégoûte parce que je me dis mais putain mec, t'as déjà tout prouvé et tu continues encore à faire des films où on se dit eh, je peux pas râler sur des petits trucs à la con, ça m'énerve. Alors oui, je peux lui reprocher une chose, c'est que du coup comme c'est sur Netflix, c'est pas au cinéma. Mais en fait, ce que je reproche c'est surtout au studio de pas vouloir produire ce genre de film. Allez niquer vos mères, sans vaseline, avec votre père. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film, si tu comptes le voir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Viens me rejoindre aussi sur Captain Watch et je me dépêche de terminer parce que dans moins de 30 secondes, la vidéo va s'arrêter. Et puis moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!